Donc, Davia Benedetti, 20 minutes pour un intitulé Une synergie de la recherche anthropologique et de la création artistique autour du rituel de l'Otu, la performance Utiada. Merci beaucoup. Je suis très honorée par votre présentation parce que vous avez toujours été une source d'inspiration pour moi en tant que personne et en tant qu'anthropologue aussi. Bonjour à tous, bonjour à ceux que je n'ai pas encore rencontrés. Je suis très heureuse aussi de prendre part à cet événement scientifique et transdisciplinaire, pas que scientifique, avec vous, aujourd'hui sur la thématique de l'Otu. Donc je voudrais vous présenter la performance Utiada, qui est un processus original qui a mis en synergie la recherche anthropologique sur le terrain autour de la thématique de l'Otu et la création artistique in situ. Ça s'est passé à Sartène. Donc d'abord, je vous présenterai le contexte corse, pour ceux qui ne le connaissent pas ou peu. En tout cas, je le rappellerai sans prétention. Ensuite, je vous parlerai du processus créatif à proprement parler de cette performance. Et puis enfin, on parlera de l'influence sociétale qu'a eu cette réappropriation du rite en pratique performative. Alors, pour commencer avec le contexte, la Corse est administrée par la France depuis le traité de Versailles en 1768 et donc vit aux prises avec une politique étatique, centralisatrice, assimilationniste. Et elle est aussi confrontée à de nouvelles choses, de nouvelles mobilités, un changement numérique aussi, des innovations technologiques. Et dans ce contexte-là, certains usages comme la langue corse, comme aussi les pratiques magico-religieuses qui sont marqueurs de l'identité corse, eh bien, diminuent. Cependant, la conscience collective identitaire corse reste dynamique et certains acteurs sociaux ouvrent des voies d'expression de l'identité corse. Alors certes, par la perpétuation de traditions corse, mais aussi par leur réappropriation à des fins de revendication et à des fins de création d'ethno-performances. Donc, ces nouvelles performances sont un moyen d'adaptation, un moyen de saisie du monde actuel. Elles affirment l'existence d'un corps social corse, elles affirment une singularité, une historicité. C'est le cas de Utiada. Utiada, c'est l'une de ces performances. Je pourrais dire, c'est un ethno-happening en quelque sorte. C'est une nouvelle mise en corps, une nouvelle mise en geste, une nouvelle mise en symbole du rituel de l'Otu. Donc, il s'agit en réalité de la première expérience d'un projet qui s'appelle Identité en mouvement, qui est une collaboration entre l'Université de Corse via la Faculté des Lettres, la compagnie Art Move et la collectivité de Corse. Et donc, ce projet Identité en mouvement met en lien la création chorégraphique, sonore, numérique et la recherche anthropologique. Donc, il s'est agi lors de la première session de ce projet, donc ce qui s'est passé en 2017, en novembre 2017 à Sartène. Il s'est agi donc d'aborder l'objet d'étude Otu selon un protocole que l'on a expérimenté lors de ce laboratoire. Donc, un protocole autour de la pratique magico-religieuse de l'Otu à Sartène. Alors, cette expérience donc, a regroupé des chercheurs de l'Université de Corse, des artistes, des acteurs culturels et puis des habitants de Sartène. Donc, voyons l'Otu et son enracinement sociétal. Donc, on est déjà sur la bonne diapositive. Alors, on l'a déjà entendu plusieurs fois et ce matin, et puis voilà, on a déjà expliqué ce qu'était l'Otu, mais je vais reprendre très rapidement pour ceux qui peut-être nous rejoignent, pour ceux aussi qui sont en diffusion directe sur Facebook et qui n'ont pas pu tout suivre. Donc, selon la croyance populaire, l'Otu, l'œil, c'est la manifestation d'une influence néfaste qui nécessite de recourir à une personne initiée, donc un signador, qui procède en privé à un rite de purification pour enlever donc ce mauvais sort. Donc, sous la lueur de la flamme, la signador verse l'huile sur l'eau pour voir par-delà les apparences. Et donc, en enlevant le mauvais sort, la signador enlève l'énergie négative et récupère cette apathie physique de la personne envoûtée.
Donc, il faut noter aussi qu'il s'agit d'une tradition antéchrétienne qui, paradoxalement, est transmise le soir de Noël. Et cette pratique de l'autre a perduré justement en s'adossant à la liturgie chrétienne. Et au-delà de l'aspect croyance, l'aspect religion, l'autre, c'est un marqueur identitaire, sociétal, enraciné à Sartène et en Corse. Donc, à Sartène, pour parler un petit peu du contexte sarthenais, donc Sartène, c'est une société en déclin, vieillissante, marquée par beaucoup de décès, beaucoup d'assassinats aussi. Et donc, la pratique de l'eau, tu vois, à Sartène, notamment en cette période où nous étions dans ce laboratoire expérimental, c'est-à-dire à la Toussaint, période de commémoration des défunts. Donc, cette pratique de l'eau, tu vois, Sartène, est vécue comme médiatrice d'une réalité suprasensible. Et cette dimension médiatrice de relation donc avec le suprasensible, qui est valorisée en période de commémoration des défunts, donc au moment de la Toussaint. Et cette dimension-là qui a été retenue pour donner du sens à la performance chorégraphique créée in situ. Donc, du coup, voyons quel a été le processus de création chorégraphique. Donc, ce processus a consisté à vivre, comme lors d'une enquête anthropologique, en immersion, une expérience commune avec les habitants de Sartène, donc pour comprendre et pour éprouver par empathie leur façon de vivre et de ressentir cette croyance de l'autre. Alors d'abord, la session a débuté avec une conférence de vulgarisation qui a été menée par un chercheur de l'Université de Corse, Fanny Nallard. Donc, conférence de vulgarisation d'abord sur les enjeux du projet, ensuite sur la pratique de l'autre. Puis s'en est suivi une enquête anthropologique d'actualisation des données à propos de l'autre. Donc 8 personnes ainsi ont mené en synergie une observation participante. Donc il y avait des chercheurs, artistes, concepteurs sonores, musiciens, vidéastes, danseurs, chanteurs, chargés de communication, dont moi-même, j'ai fait partie du processus en tant que danseuse et en tant qu'anthropologue, ce qui m'a permis de vivre cette expérience du dedans. Donc, on a mené en synergie une observation participante avec entretien donc, sur le rite de l'autre. Donc finalement, l'originalité de ce terrain, c'est qu'il n'a pas donné lieu à une production scientifique écrite, mais à une création artistique, en réalité, qui a été construite au fur et à mesure de l'interrelation vécue entre tous durant ces 10 jours de terrain. Voilà, donc ce procédé-là, finalement, il est analogue à un procédé méthodologique en anthropologie qui s'appelle la Grounded Theory, qui permet de faire émerger l'objet d'étude de l'expérience immersive vécue sur le terrain. Alors, nous avons aussi mené un atelier tout public. Donc, dans cet atelier tout public, des Sarthenais qui croyaient en la magie blanche de l'autre ont pu donc par transposition du langage magico-religieux au langage du corps, ils ont pu expérimenter leur rapport au corps, leur rapport à la vision et à la distance. L'autre, ça traduit littéralement l'œil, donc ça intègre aussi cette notion de regard, de visibilité, d'altérité. Donc c'est cette thématique du regard qui a été retenue pour mener les ateliers. Et donc l'atelier a permis d'apporter un matériau supplémentaire qui a nourri donc cette enquête sur l'autre et donc a nourri aussi la création. Alors parlons un petit peu aussi des artistes. Être ainsi en relation avec la recherche pour les artistes, ça change la perception des artistes. Ce n'est pas le même rapport qu'une résidence artistique où on est souvent à huis clos dans un entre-soi, dans une salle ensemble. Là, être sur le terrain anthropologique, participer à la vie des gens, créer un lien particulier, créer un lien intime entre les artistes et les personnes enquêtées. Donc il y a une complicité qui se crée entre les artistes et le public qui, pour beaucoup, ont été les personnes enquêtées en fait. Donc ces personnes enquêtées ont finalement inspiré l'écriture chorégraphique qui s'est inspirée des données anthropologiques recueillies et donc qui s'est inspirée aussi de la relation immersive vécue entre tous, donc Sarthenais, croyants, non-croyants, artistes, chercheurs, etc. Donc on en vient à cette performance Outyad.
Alors, Utiad, qui veut dire clin d'œil, c'est le titre de la création, choisi donc en référence à ce rite de l'Auch. Et cette œuvre donc a été créée et jouée à Sartène. Et il s'agit du résultat d'une médiance, dirait Augustin Berg, c'est-à-dire d'une interrelation entre les performeurs et le milieu où ils performent cette œuvre artistique, donc le milieu dans sa dimension bien sûr matérielle et symbolique. Et donc de cette mise en lien récursive résulte un monde corporel créateur d'une expérience performative unique et non reproductible à l'identique, d'où a émergé une émotion contextualisée et renforcée aussi par la scénographie. Alors, par exemple, la gestuelle du rituel, du versement de l'huile sur l'eau, le signe de croix, les chuchotements de la prière, l'apathie physique de la personne envoûtée ont inspiré des séquences chorégraphiques. Des bougies aussi qui étaient disposées sur le bord des gradins et aux côtés de mapping vidéo numérique ont transcrit à la fois l'atmosphère intime et sacrale de l'Auch où la flamme est objet aussi du rituel. Voilà, donc cette création-là, elle a utilisé l'architecture du lieu, du spectacle, sa topographie pour régler les entrées et les sorties des artistes, pour régler la succession des tableaux. Il y a des sonorités aussi électroniques, des paroles en langue corse, des paroles en français, des chants traditionnels plus contemporains. On envahit cet espace d'accès aux écoles. En réalité, c'est un escalier qui, le temps de cette manifestation-là, est devenu un espace scénique. Donc, les corps des artistes se sont adaptés à la particularité du lieu, à son ambiance, et donc ainsi ont créé une interrelation donc ont interpellé émotionnellement les spectateurs. Et d'ailleurs, ces spectateurs ont été invités à se déplacer durant le spectacle pour expérimenter cette composante in situ de la performance, pour expérimenter aussi différents points de vue, celui du danseur, celui du spectateur, celui aussi du croyant, celui du non-croyant. Voilà, donc tout le croisement de ces éléments, de ces postures, de ces attitudes, a ouvert sur une réalité augmentée qui a replacé le propos traditionnel du rituel dans une esthétique contemporaine. Et les spectateurs étaient aussi guidés à la voix par une danseuse qui, par la parole au micro, a créé ainsi un lien interpersonnel entre tous et à impliquer les spectateurs dans la performance, donc dans le processus de la création. Donc, j'en viens maintenant à observer quelles sont les influences sociétales de l'adaptation de ce rituel en performance. Donc, ce type de performance met en avant la singularité culturelle d'une pratique sociale traditionnelle. Elle donne une place importante à la composante émotionnelle collective, tout en stimulant la sensorialité, l'imaginaire de chacun. Elle amène ainsi à considérer la diversité des perspectives physiques et sociales. Elle éduque à percevoir la diversité des prises de position, des prises de décision, des pratiques en fonction du milieu. C'est une formation à la prise de distance par rapport à son propre point de vue aussi. C'est une formation au partage collectif d'émotions dans une approche culturellement située en Corse, pour reprendre l'expression de Vygotsky, approche culturellement située. Donc cette création Utiad s'appuie sur la formation d'un système, d'un socio-écosystème temporaire autour d'une pratique locale, traditionnelle. Dans cet éco-socio-système coexistent diverses sensibilités, diverses croyances, avec leur savoir-faire. Et ainsi, les acteurs sociaux captent et échangent leurs compétences, leur agissement. Donc, dit autrement, on peut parler d'une écoïsation des corps collectivement engagés dans un processus, dans une production commune qui amène au respect des croyances, au respect des singularités de chacun. Et donc, la participation cognitive et émotionnelle à la création est une formation à la prise en compte de l'autre dans une collaboration collective. Donc, je vais conclure. Donc, ce type de démarche qui est performative et identitaire, nouvelle en Corse, consiste donc
en une modélisation socioculturelle d'un lieu donné, générant dans ce lieu un processus d'interaction émotionnelle entre les acteurs sociaux et à partir d'une pratique locale. Ce processus induit un lien temporel et spatial de distanciation collective. C'est un processus aussi qui établit un décloisonnement social avec la formation d'un éco-socio-système temporaire qui existe par-delà les contradictions et par-delà les tensions qui peuvent exister dans un espace-temps quotidien entre les personnes. Donc, la création de cette ethno-performance, de ces ethno-performances, parce qu'il s'agit d'un exemple, interroge donc les spécificités du territoire corse en tenant compte des différents points de vue. C'est une démarche qui est transmoderne, qui donne à des compétences et à des expressions propres au territoire, comme la langue, l'histoire, des gestes, des symbolisations, qui leur donnent une place singulière et territorialisée dans l'ensemble des cultures. Cette forme donc d'esthétisation de ces compétences et expressions propres au territoire corse peut dynamiser des innovations sociétales, peut favoriser l'habitabilité des territoires donc de notre territoire corse, dans le respect de son système socioculturel, tout en maintenant une cohérence sociétale et tout en tenant compte des singularités. Alors, ce soir, donc, bon, mais du coup, je ne vous ai pas mis ma diapo de conclusion, c'est pas grave. Donc, ce soir, vous verrez, je vous invite donc à venir découvrir la performance au Tchad qui se rejoue au FRAC à 20h. Il faut venir couvert. Bien sûr, vous l'aurez compris, cette performance ne pourra pas être identique à celle de certaines, parce qu'il s'agit d'une nouvelle situation, d'un nouveau contexte, aussi d'intégrer des étudiants d'art du spectacle après 2 jours de travail. En tout cas, cette nouvelle réappropriation créera un nouvel éco-socio-système, créera aussi une interrelation, un partage collectif d'émotions qui, je l'espère, créera une cohésion collective. Voilà, je vous remercie. Fabien, l'usage veut que les interventions se succèdent sans question. Très bien, maître. Ça va. Donc, nous allons, après cette intervention qui a bien respecté le temps imparti, passer la parole à Paul-Antoine Colombagne, qui lui est docteur en littérature comparée. Là aussi, il est intéressant de voir sur les 3 profils que l'on a, en tout cas dans cette session, Davia Benedetti, Paul-Antoine Colombagne et enfin Frédéric Valéry, justement ces profils qui sont souvent aussi à l'intersection de plusieurs disciplines, sans doute parce que notre objet est particulièrement complexe et que souvent les éclairages proches, toujours dans un ancrage disciplinaire, on va dire sciences humaines, sont nécessaires et nous permettent peut-être de mieux approcher ce que certains ont appelé la réalité. Donc Paul-Antoine Colombagne, on va passer de la performance, on va dire, et de la représentation et de la mise en corps au jeu, et notamment à la mise en image, avec évidemment ce travail sur le jeu vidéo, donc sur la route du mythe, intégrer et matérialiser, intégrer et interpréter l'œil maléfique dans le jeu vidéo. Hop là, merci. D'abord remercier les organisatrices et organisateurs du colloque et tous ceux qui ont participé à sa bonne et à son bon déroulé. Alors effectivement, je vais vous parler de la route du mythe, intégrer et interpréter l'œil maléfique dans le jeu vidéo. Et pour commencer, je vais laisser parler les images. Je vais vous montrer une bande-annonce d'un jeu vidéo que certains connaîtront peut-être, qui s'intitule The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et alors, peut-être pour faire une petite mise en contexte, Breath of the Wild en fait est l'énième itération, la dernière itération d'une légende, donc de la légende de Zelda. Et en fait, chaque jeu raconte peu ou prou la même histoire. Et ce qui va ici m'intéresser en fait, c'est d'essayer de dégager en fait une interprétation en fait de l'œil, de montrer qu'il y a un symbole de l'œil et de voir ce qu'on peut en tirer. Donc je vous laisse d'abord avec les images et puis je reviens ensuite.
Alors, je ne sais pas si c'est moi qui contrôle le son ou... The history of the royal family of Hyrule is also the history of the Calamity Ganon, a primal evil that has endured over the ages. Voilà, ça s'arrête là. Bon, la bande-annonce continue un peu, mais je ne voulais pas trop prendre de temps. Donc je vais revenir d'abord sur cette phrase qui a été prononcée. L'histoire de la famille royale d'Hyrule est aussi l'histoire de la calamité Ganon, appelée aussi parfois Ganondorf, the primal evil that has endured over the ages, donc le démon premier qui a perduré au-delà des âges. Et en fait, ce qui m'intéresse ici, c'est que justement le destin de la famille royale, Hyrule étant le territoire que le joueur arpente, est lié en fait, donc le destin de la famille royale est lié à celui du mal. Et en fait, il y a cette idée qui est propre évidemment au mythe, un principe de cycle, un principe de répétition, qui fait qu'en fait Ganon, la calamité Ganon, est en fait une malédiction qui est intimement liée à la famille royale. Tant qu'elle règne, eh bien le mal existe. Donc c'est un mal qui est transmis et qu'on voit ensuite dans la bande-annonce, en fait, qui se matérialise par un château, un château maléfique. Donc Ganon est à la fois la source du mal et il est l'initiateur de la malédiction. Ce qu'on ne voit pas dans la bande-annonce, mais ce qu'on voit quand on joue au jeu, c'est qu'en fait tout le territoire, tout l'environnement en fait est transformé par l'impact de Ganon, et vont apparaître comme ça des adjuvants, en fait, des capitaines du mal. Et donc j'en ai représenté deux, et puis après je vous donnerai d'autres exemples. Et alors, bon, ce sont deux araignées, Golgoma et Goma, et alors on peut pas ne pas louper cet œil démesuré, ce que moi j'ai appelé en fait une cacomorphie. Je pars du mot grec cacomorphos. Alors on connaît un autre mot qui est quasi équivalent, qui est la cacophonie. La cacophonie, c'est la dissonance du son, et la cacomorphie, c'est une dissonance de la forme. C'est-à-dire qu'on a un ensemble qui est lié, une araignée, puis on a un élément qui est mis en valeur. Ici, un œil, qui est un œil humain. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'est que l'œil démesuré, alors on sait que la démesure est très intéressante, notamment chez les Grecs, elle désigne toujours le mal. Donc en fait ici, c'est pas directement Ganon qui est représenté par un œil, ce qui aurait été évidemment un avantage, mais en tout cas ce sont ces capitaines qui sont représentés par un élément qui est particulièrement mis en exergue, ici un œil, enfin en tout cas sur ces deux exemples. Et alors ici je renvoie aux travaux aussi bien de Claude Callam et de René Girard. René Girard dans La violence et le sacré, où il explique à partir de la figure d'Œdipe, donc Œdipe en grec voulant dire celui qui boite, donc là encore il y a un élément qui indique celui qui a commettre le mal, et chez Claude Callam, dans son ouvrage qui s'appelle Thésée et l'imaginaire athénien, et en fait dans le parcours théséen, il va justement affronter comme ça des individus ou des monstres qui ont toujours un élément qui les différencie on va dire la nature humaine. Ça peut être un élément physique, comme ici un œil, ou alors un élément moral. Alors évidemment, ce qui est toujours important de rappeler concernant le jeu vidéo, c'est que avant la dimension symbolique, il y a toujours une dimension ludique. Ce qu'on appelle en fait ici l'affordance, c'est-à-dire que l'œil
représente en fait le point faible de l'adversaire. Et cette dimension ludique, elle s'impose toujours par rapport à la dimension symbolique, qui n'arrive que dans un deuxième, voire un troisième mouvement. L'affordance, ça va être typiquement quand on regarde une chaise, bien la forme de la chaise invite à s'y asseoir. Bon, ben là, l'œil indique aussi, encore une fois, une protubérance qui suggère que c'est là qu'il faut frapper. Autre exemple, c'est un sorcier qui s'appelle Agamemnon. Alors là, ça me semble encore plus marquant puisqu'il a une tenue avec un œil dessus. Et Agamemnon, c'est donc un sorcier, c'est un enfant des ténèbres. Il se présente comme étant l'alter ego de Ganon. Donc il y a toujours cette idée en fait de source de mal. Qui est à la source du mal? Qui instigue ce mal? Et il a la particularité de lancer des malédictions sur le héros. Donc il y a quand même une continuité au moins de ce type-là. Il y a une permanence, il y a une volonté de la part. Alors ce que j'ai pas dit au début, mais c'est que The Legend of Zelda est un jeu vidéo développé en fait par un studio japonais qui ont cette capacité en fait de réaliser en fait des syncrétismes, c'est-à-dire de mélanger aussi bien un imaginaire gréco-occidental qu'un imaginaire japonais. Et enfin, dernier élément, je ne pourrais pas aller plus loin parce que ce n'est pas un jeu que j'ai étudié, mais je voulais au moins vous le montrer. Donc c'est une autre itération de la légende de Zelda qui s'appelle Majora Mask. Et alors, ça, c'est l'affiche en fait du jeu. Et au centre, on voit le héros qui va, comme ça, mettre un masque sur son visage. Alors, je ne m'attarde pas sur cet œil-là, parce qu'il s'agit plutôt d'un œil du dévoilement, un œil de la vérité. Donc, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Par contre, incrusté dans le titre, il y a là aussi, encore une fois, un masque avec deux yeux jaunes, qui est porté, encore une fois, par l'opposant du héros. Et il va... Alors ça, c'est un hommage à Georges Méliès. Et là, il lance une malédiction. Et cette malédiction, c'est d'amener la Lune, sur la Terre. La Lune va s'écraser et détruire le monde. Et encore une fois, je ne peux pas le montrer ici parce que ça rajouterait beaucoup de vidéos. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir comment la malédiction en fait va s'incruster dans le territoire lui-même, avec toute une ambiance en fait crépusculaire qui signale qu'il y a bien quelqu'un qui a lancé comme ça une malédiction. Alors, mon deuxième exemple, si j'ai encore un petit peu de temps, c'est un autre jeu vidéo qui s'intitule Shadow of the Colossus, donc l'ombre du colosse, que vous voyez juste ici, avec en second plan, je ne sais pas si oui, ça on le voit bien, le héros qui est en train d'arpenter le colosse, qui est une espèce de structure vivante, une espèce de ruine vivante. Et le dénominateur commun de ces colosses, il y en a 16, donc, il y en a un premier là et puis il y en a 3 autres ici, c'est encore une fois cet œil, qui est particulièrement, je pense, mis en valeur, c'est-à-dire qu'il y a encore une dissonance des formes, et puis ce qui les lie entre eux, c'est la présence de l'œil jaune. Et il y a une différence, alors je vais d'abord quand même raconter rapidement l'histoire de Shadow of the Colossus. En fait, Wander, donc, que vous voyez ici à l'écran, ça signifie le errant, qui est le héros, va se rendre dans les Forbidden Lands, donc les territoires abandonnés, territoires interdits, et il y va pour une raison précise, c'est pour ressusciter la femme qu'il aime, donc il y a une dimension orphique. Et pour ça, il va s'en remettre à une entité, une espèce d'entité divine qui est complètement désincarnée et qui lui dit bah oui, moi je peux sauver la femme que tu aimes, mais tu devras rompre une malédiction. Et cette malédiction, elle est représentée par ces colosses. Il va falloir qu'il tue 16 colosses pour libérer le dieu et sauver celle qu'il aime. Et en fait, à chaque fois qu'il tue un colosse, il y a une énergie noire. Alors, on pourrait se demander si ce n'est pas une espèce d'âme, en fait, l'énergie noire des colosses qui pénètre le corps de Wander et va petit à petit en fait, le transformer. Donc là, j'ai représenté les différentes stades comme ça de cette transformation. Bon, je pense que c'est assez marquant, Il y a cette peau marbrée, il y a évidemment les cornes, et puis il y a ses yeux bleus. Alors en fait, là, je reviens encore une fois à une dimension, on va dire, ludique, à ce que fait le jeu vidéo, à ce que peut faire le jeu vidéo. Il représente toujours, il utilise en fait des symboles et il use ce qu'on appelle une narration minimum. En tout cas, ce qu'on appelle dans le champ des game studies, des études sur le jeu vidéo, une narration minimum, ou une narration par la soustraction. C'est-à-dire qu'en fait, on va densifier la signification en quelques images. C'est-à-dire que chaque élément de l'image doit pouvoir signifier quelque chose. En fait, on est très proche
des études que Barthes a proposées de l'Aikyu, donc qui est un petit poème japonais, ou encore du fragment poétique, comme on peut l'avoir par exemple chez Héraclite, chez Nietzsche, etc. Donc il y a toujours cette volonté par l'image de percuter. Et donc à ce titre, on pourrait, en tout cas en première conclusion, considérer le jeu vidéo en tant que forme d'exploration, de maîtrise et de compréhension, ce qui est évidemment une initiation, d'un sens caché, ce qu'on appelle en fait un cheminement herméneutique. L'herméneutique en philosophie désigne en fait simplement l'art de l'interprétation, l'art de se saisir d'éléments selon un principe structurant et d'essayer de voir ce que peut signifier une œuvre. Et là, je vais vous montrer, dans une dernière vidéo, eh bien, l'accomplissement de la malédiction. Donc je resitue un peu, un Wander a tué les 16 colosses. Il est partiellement transformé, il retourne au temple pour essayer de sauver celle qu'il aime, et voilà ce qu'il se passe. Ça c'est Wander. Hein. Alors, c'est pas de l'anglais, hein, ni du japonais. Et donc là, encore une fois, on a cette matérialisation finale du dieu, en fait, qui a dupé Wander. Je ne rentre pas dans le détail de l'histoire. Et ce qui m'a paru là aussi probant, c'était de voir comme ça une ombre avec ses deux yeux particulièrement mis en valeur. Et en fait, on se rend compte que là encore, on est dans un mal transmis. C'est-à-dire que la malédiction n'a pas été détruite, elle a juste été transposée sur le corps de Wander. Alors, quelle conclusion on pourrait tirer de ça? Enfin, en tout cas, quelle hypothèse on pourrait formuler? Il faudrait évidemment aller beaucoup plus loin en intégrant un corpus de jeux vidéo plus large. Mais en tout cas, il semblerait que ce qu'on pourrait appeler le mauvais œil, ou en tout cas l'œil maléfique, est effectivement un mal transmis qui est soit lié intimement au sang d'une famille dans The Legend of Zelda, soit transmis en fait par une entité suprahumaine, comme on l'a vu avec Shadow of the Colossus. Le monstre est le maléfice, on l'a vu avec Ganon, autant qu'il génère un maléfice. Même chose pour le dieu. Et en fait, charge au héros de confronter les effets du mal, différentes représentations du mal, puis à terme de combattre la source elle-même, toujours dans un rapport comme ça de cycle et de répétition qui emprunte tout à fait au mythe. La deuxième peut-être hypothèse qu'on pourrait formuler, mais que j'avais l'occasion de développer dans le cadre de ma thèse, c'est-à-dire que le jeu vidéo est une succession en fait de symboles vivants qui ont la particularité en fait d'être mis en action dans le jeu vidéo. Et on renoue avec ce que je vous expliquais, c'est-à-dire une narration par la soustraction, voire une narration environnementale, c'est-à-dire comment un objet, un décor, un symbole va suggérer. Et il faut toujours essayer de suggérer beaucoup avec peu, parce que ce qui intéresse d'abord le joueur, c'est quand même de jouer. Et on revient, je crois, à une dimension, là encore, ça serait un travail, il faudrait réaliser un travail supplémentaire, mais on peut en tout cas se demander à quel point on ne renoue pas avec un principe rhétorique qui est le fait de plaire et instruire, qui a toujours été finalement la fonction du mythe, c'est-à-dire qu'on plaît par les situations, mais on cherche toujours à développer un sens caché. Et moi, ce qui m'intéresse en fait maintenant, et ce sera ma conclusion, c'est à la fois en tant que chercheur, en tant que conférencier, de se demander finalement que dit aujourd'hui le jeu vidéo, qu'est-ce qu'il est capable de dire, et notre manière de s'adresser directement aux créateurs de jeux vidéo pour leur dire finalement qu'est-ce que vous pourriez dire avec le jeu vidéo, et d'inscrire le médium dans finalement une approche qui était déjà celle de la tragédie antique. Alors évidemment, jeu vidéo et tragédie, c'est pas exactement la même chose, mais il y a une dimension tragique dans le jeu vidéo comme il y a une dimension épique. C'est-à-dire que la tragédie, en tout cas dans la société athénienne, servait au fonctionnement de la démocratie. Et c'est toujours la fonction de l'œuvre d'art. L'œuvre d'art sert à la fois à montrer le monde et à essayer d'en saisir toute la finalité, et tout l'intérêt du jeu vidéo se trouve, à mon avis, ici. Voilà, je vous remercie. Merci à Paul-Antoine Colombagne pour le respect du temps. Et après la mise en corps, la mise en image ou la mise en action, on va donc passer
davantage aux aspects et aux protocoles représentatifs avec notre collègue Frédéric Valère. Donc, je disais tout à l'heure qu'on a mis un petit peu cette session sous le signe de l'interdisciplinarité. Frédéric Valère, maître de conférence en art, en 18e section, en esthétique, ce qu'on a l'habitude d'appeler les sciences de l'art, mais qui a également travaillé, bien sûr, en histoire moderne, qui s'est intéressé au domaine corse et notamment à la question, justement ici, des représentations dans l'art. Donc là aussi, sans doute, l'objet demande-t-il plusieurs, en tout cas une convergence de plusieurs disciplines pour essayer au moins de le saisir. Donc aujourd'hui, Frédéric Valère va donc dans sa communication traiter des représentations de la femme en tant que magicienne, prophétesse ou sorcière, de l'art antique à l'imagerie médiévale, des œuvres de la Renaissance italienne jusqu'à l'ère du romantisme. Merci beaucoup, Madame Verdogne. Je tenais à remercier donc Monsieur Fabien Landron et toutes les personnes qui ont organisé ce magnifique colloque. Voilà, donc je suis très heureuse d'être parmi vous. Je sais que nous avons un temps imparti à la fois un peu court par rapport à tout ce qu'on veut expliquer, mais voilà. Alors, je vais essayer de faire pour le mieux. Alors, justement, je me suis intéressée à une thématique, si vous voulez, qui en fait est rattachée à un vaste sujet. Donc, j'ai essayé de le faire de manière assez modeste, mais c'est un sujet qui me tenait à cœur. En fait, j'ai voulu, si vous voulez, relier donc l'image donc de la femme à travers justement différents aspects en tant que justement magicienne, prophétesse, sibylle, Pitti, et également aussi son évolution dans la sorcellerie, la vision et la perception de la sorcière à partir du Moyen-Âge, comment cette imagerie évolue ensuite à la Renaissance. Vous allez voir qu'il y a une vision aussi assez controversée dans, on va dire, l'Occident du XVIe siècle, enfin dans l'Europe du XVIe siècle, et en arriver comme ça jusqu'à l'ère du romantisme noir, c'est-à-dire on arrive au XIXe siècle, quasiment, fin XVIIIe, à cheval sur seconde partie du XIXe siècle, notamment avec des courants littéraires qui vont encourager une iconographie assez obscure, où on remue beaucoup de choses qui sont en fait relatives à des contextes assez troublés dans cette Europe. Donc voilà, j'ai voulu en mêler un peu tout ça à travers différents types de représentations. Et justement, vous allez voir que durant l'Antiquité, par rapport à l'exemple que vous voyez déjà ici, à l'époque grecque, on a une vision on va dire de la femme, surtout en tant que donc magicienne, Pitti, ou encore prophétesse. On appelait ça aussi les sibylles durant l'Antiquité. Alors c'est très, si vous voulez, il semblerait que durant l'Antiquité, on portait beaucoup d'importance au pouvoir divinatoire particulier, et on associait, on va dire de très très près, la jante féminine à ce don, si vous voulez, qui était un don extraordinaire, don prémonitoire en particulier, plus que la jante masculine. Alors un des premiers à employer le terme de magie, le terme de magie en grec, mageia en grec, donc en fait est issu de magus, qui est issu en fait de l'ancien perse, donc qui signifiait en perse sagesse. Donc ce fut Héraclite qui était philosophe d'Éphèse. On est à peu près au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est un des premiers auteurs et philosophes qui emploient ce terme-là pour qualifier des gens qui sont dotés de ces fameux dons surnaturels qui leur permettaient finalement d'influer sur le monde matériel par le biais de rituels spécifiques. Alors, toujours dans ce monde grec antique, on y rattache certains dieux. Par exemple, le dieu Dionysos était lié étroitement à la magie, par le biais aussi de l'ivresse, du vin, du théâtre. Donc, avec notamment, vous savez que dans le panthéon grec, les dieux et les déesses avaient tous un côté blanc et un côté noir, tel le dieu Janus, on peut dire ça comme ça. Ça veut dire que dans le côté noir, ils avaient ce côté un peu maléfique, on peut dire un peu néfaste. Et Dionysos, c'était aussi
aussi le dieu de la folie, à travers l'ivresse, etc. Donc c'est un dieu que l'on adulait, on va dire qu'on adorait, et à la fois qu'on redoutait. Alors, dans cet univers antique, et ce qui est quand même très beau, c'est que les grandes magiciennes du moment, on les perçoit comme jeunes, belles, séduisantes, envoûtantes, rien à voir avec les sorcières du Moyen-Âge en particulier. Et on y perçoit surtout la plus grande magicienne de cette époque, c'est Circé. Alors Circé, le terme en grec signifie oiseau de proie. Donc Circé, vous l'apercevez ici sur ces deux vases, notamment à figure noire sur fond clair. Eh bien, c'est une magicienne que rencontre Ulysse, notamment dans son épopée à travers la Méditerranée. Et elle est, si vous voulez, fille à la fois d'Hélios, du soleil, et de l'océanide Perséis. Donc elle est experte, notamment en drogue, potions diverses qui servent, si vous voulez, à opérer des métamorphoses. Notamment, elle transforme généralement les hommes en leur faisant boire des potions, des sortes de breuvages. Elle les transforme en animal, en particulier en pourceau, en lion, en loup. Donc, elle utilise dans ses potions en particulier une plante qui est toujours d'ailleurs très nocive, jugée nocive, c'est le datura particulier, si vous voulez, qui permet notamment à la victime donc d'avoir des sortes de pertes de mémoire, de vertige, d'abandon de soi, etc. Alors, elle va évidemment, elle habite sur une île en Méditerranée qui est l'île d'Éa, donc justement elle habite un palais au milieu d'une grande clairière et elle est entourée de créatures de loups et de lions qui sont en fait des anciennes créatures humaines, des hommes qu'elle a transformés. Et donc quand Ulysse débarque sur cette île, la première chose qu'elle fait, c'est évidemment de séduire les compagnons d'Ulysse, de séduire Ulysse, d'en transformer certains. Et comme vous pouvez le voir notamment sur l'une des représentations, vous avez notamment ici des hommes qui sont transformés, qui sont des créatures hybrides, mi-homme, mi-porc, mi-porceau. Et on a ici Ulysse qui est en train d'essayer de leur faire boire un antidote pour les libérer de cette malédiction. Donc en fait, si vous voulez, donc Circé, c'est quelqu'un qui évidemment qui a ce côté, on va dire, qui a cette beauté aussi, on va dire presque diabolique à l'époque, et surtout qui tombe très amoureuse en fait d'Ulysse. Et là, l'idée, c'est qu'elle veut le retenir avec ses compagnons sur cette île. Et pour essayer de pouvoir véritablement s'enfuir, il y a un compromis qui va être passé par l'intermédiaire du dieu Hermès. Hermès va essayer donc de trouver une sorte de ruse pour permettre à Ulysse de passer un compromis avec Circé. En effet, en contrepartie de passer plusieurs nuits avec elle, eh bien, elle le laissera repartir, elle exprimera un serment devant les dieux et elle laissera repartir donc Ulysse et ses compagnons en Méditerranée pour continuer et terminer son périple, et elle les aidera également à passer le cap de d'autres personnages féminins redoutables et redoutés, les sirènes, que vous voyez ici sur donc ce cratère à figure rouge que vous voyez ici. Et là, en effet, elle les met en garde et elle leur dit surtout que pour éviter donc d'être happés par le chant des sirènes, il fallait se boucher donc les oreilles avec de la cire. Et sachant que le bateau d'Ulysse sera obligé de longer l'île des sirènes. Et ces sirènes, vous voyez que ce sont des personnages hybrides, mi-femmes, mi-oiseaux, un peu comme des vautours, on peut dire ça comme ça. Et elles sont évidemment décrites dans le chant 12 d'Homère, dans l'Odyssée. Donc elle les décrit comme notamment des sortes de vautours qui sont couchés sur les rives de leur île, donc dans l'herbe, entourés d'amas d'ossements et de chair desséchée des hommes qu'elles font périr, c'est-à-dire que par le biais de leur chant mélodieux ainsi que de leur lyre et de leur sitar, eh bien, elles incitent les marins à se jeter à l'eau. Là, évidemment, elles les récupèrent, les tuent, les dépècent et en font leur déjeuner. Donc, à partir de là, si vous voulez, dans ce monde fabuleux qui est le monde mythologique, donc grec, la femme a toute sa place et elle a toute sa place aussi dans d'autres configurations. Alors,
Notamment, dans ce vase que vous apercevez ici, dans ce plat plus particulièrement, on y voit une représentation de ce que l'on appelait la Pythie. Alors, la Pythie, c'est avant tout une prêtresse. Donc, c'est quelqu'un qui, généralement, est rattaché au sanctuaire d'Apollon, Apollon de Delphes, et elle se fait la porte-parole des dieux. C'est-à-dire qu'on la rencontre pour lui poser des questions, donc les questions posées par des humains, et elle fait remonter ces questions par des incantations, des prières auprès des dieux. Donc là, normalement, elle rentre dans un état de transe et elle répond aux humains, donc elle se fait l'intermédiaire entre les deux. Donc c'est, on va dire, un aspect à la fois magique, un aspect de voyance, mais plus particulièrement de message, véritablement du message divin. Alors, on a cette image de la Pythie qui est à la fois une sorte de prêtresse, d'intervenante, et puis on a également aussi une autre image, pardon, excusez-moi, voilà, c'est celle de la Sibylle. Alors, la Sibylle, c'est un peu différent, puisque la Sibylle, c'est une prophétesse. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est elle est annonciatrice d'une divination occasionnelle et indépendante. Dans la mythologie grecque, les Sibylles sont des personnages considérés à la fois comme mi-humains, mi-divins, que l'on respecte et que l'on craint à la fois. Donc, il y a plusieurs Sibylles qui sont rattachées à des sanctuaires. Généralement, elles sont rattachées à la déesse Cybèle. En particulier, elles sont à la fois aussi prêtresses, elles peuvent être aussi prêtresses du dieu Apollon, et elles s'exprimaient par le biais d'oracles, donc dans un langage énigmatique. Donc des sortes, si vous voulez, d'énigmes de langage codé il fallait déchiffrer, interpréter, on n'interprétait pas toujours bien d'ailleurs. Alors, on a au total 10 sibylles dans le monde grec, et notamment les sibylles, parmi les sibylles, vous verrez qu'un qui va représenter de nouveau cette thématique dans l'art, ça va être Michelangelo, notamment durant la Renaissance. On va les retrouver dans la chapelle Sixtine en particulier. Mais il y a un roman qui est magnifique, peut-être vous le connaissez, je vous le recommande, qui s'appelle Libica. Michel-Ange et la Sibylle, donc d'Alain de Leninaise, qui est notamment un normalien et un agrégé de lettres classiques. Et ça a été publié dans les Actes Sud, et c'est vraiment un roman extraordinaire, un roman à la fois historique et on va dire qui penche aussi vers l'histoire de l'art. Alors, donc on continue, on va dire, on transite tranquillement vers notamment le Moyen-Âge, dans l'Occident chrétien. Et là, on va voir que l'image, on va dire, de la femme en tant que magicienne évolue, et elle évolue pas forcément de manière très positive, puisqu'on commence à parler de sorcierousses, de jeteurs, diseurs, diseuses de sorts, sorts, et on va assister progressivement à la naissance du mythe démoniaque, donc en étroit lien, si vous voulez, entre le mythe on va dire, de Satan, du diable, de Lucifer, appelons-le comme on veut, et de ses, on va dire, concubines, quelque part. Donc, en fait, si vous voulez, on va progressivement migrer autour de l'an 1000, 11e, 12e siècle, dans un Occident qui est marqué par des troubles politiques, on va dire des guerres, des famines, des épidémies aussi, qui vont aussi, on va dire, faire rentrer aussi l'Occident dans des troubles religieux. Donc ça veut dire que on a une espèce de chape de plomb qui est aussi la mort. La mort, elle frappe à tout moment, elle frappe autant des jeunes, des gens de toutes conditions sociales, des riches, des pauvres, des jeunes, des vieux, etc. Donc on a très peur de ça. Et puis il faut aussi penser que l'Église fait peser une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête des fidèles, justement en disant que la vie terrestre est très éphémère, et donc à partir de là, il faut vraiment, durant toute sa vie terrestre, penser à son au-delà, au salut de son âme. Donc, à partir de là, on va avoir une naissance de la sorcellerie, de la chasse aux sorcières, et
c'est en relation avec ce que l'on appelle un mouvement qu'on appelle la vauderie. Alors la vauderie, c'est issu d'un personnage qui s'appelait Pierre Valdo, marchand lyonnais qui a vécu au XIIe siècle et qui prêchait à l'époque une facette, on va dire, du christianisme. Il pratiquait donc la pauvreté évangélique. Il a été aussi fondateur de la fraternité donc des pauvres de Lyon. Et le mouvement vaudois, donc si vous voulez, va être condamné par l'Église, bien sûr, qui voit ça comme, si vous voulez, un mouvement hérétique. Et on va commencer à rentrer dans on va dire, une chasse aux sorcières. Alors, cette chasse aux sorcières, vous le voyez ici dans des illustrations, des miniatures, des enluminures, donc de manuscrits. Ça va être l'apparition de ces fameuses sorcières, donc qui volent comme ça sur des sortes de balais ou de bâtons. Donc, on disait justement que ces sorciers et ces sorcières s'enduisaient le corps d'onguents, sorte de pommade, et donc mettaient entre leurs jambes des sortes de balais ou de bâtons pour pouvoir voler sur des kilomètres la nuit et rejoindre des sabbats. Les sabbats, donc c'est-à-dire des assemblées nocturnes à la gloire donc du diable, du démon, et où on pratiquait ouvertement donc des rituels démoniaques où l'on sacrifiait des enfants, etc. Et justement, voilà. Donc ça, c'est quelques résultats des grands bûchers qu'on commence à ériger donc pour brûler donc ces femmes que l'on arrêtait tout azimut, donc ces fameuses sorcières. Alors les contextes évidemment à partir du 14e jusqu'au 15e siècle vont être alimentés par les fameuses guerres de 100 ans, par la peste noire de 1348. Donc des contextes qui vont être malheureusement, qui vont favoriser la délation, qui vont accuser à tort à travers donc des gens de sorcellerie, donc notamment lorsqu'il y avait des choses inexplicables, puisque la médecine étant quand même assez réduite, on accusait, on va dire, des gens d'être à la base donc de sorts, d'avoir jeté des sorts sur des femmes pour qu'elles accouchent d'enfants mort-nés, pour qu'il y ait des animaux qui soient mal formés, donc il y ait des intempéries, etc. Et à partir de là, on va voir naître aussi on va dire l'inquisition, c'est-à-dire que l'Église va mettre en place l'inquisition et on va traquer, on va dire cette imagerie qu'on met en place de la sorcière avec des visages difformes, ridés, les ongles crochus, les dents pointues, etc. Pour qualifier ce côté vraiment extrêmement négatif de la femme diabolisée, qui rappelle également, on va dire, qui rattache ça, qui renvoie à l'image aussi d'Ève, donc qui est la fautive et qui va encourager la faute et le péché originel. Alors, également, je finis, à l'orée, si vous voulez, on va dire, de l'époque moderne, à partir du XVIe siècle, à partir du mouvement, on va dire, de la Renaissance, on va être, si vous voulez, partagé par, on va dire, à la fois d'un côté une pensée, on va dire la naissance de l'humanisme, qui est quand même un courant, on va dire à la fois littéraire, philosophique, qui renvoie justement vers l'Antiquité, on va dire vers une approche beaucoup plus moderne et qui justement met de côté un petit peu toutes ces croyances populaires. Donc, et on a ce côté-là, surtout en Italie particulièrement, donc on va voir ça à travers les représentations, notamment de certains artistes comme Michelangelo, avec les fameuses Sibylles qu'il va représenter dans la chapelle Sixtine. Alors Michelangelo, vous savez, c'est un homme pieux, mais c'est avant tout un grand humaniste. Donc c'est quelqu'un qui s'intéresse particulièrement donc à la fois à la Bible, à l'Ancien Testament, au Nouveau, mais également qui se passionne pour l'histoire de l'Antiquité et la mythologie en particulier. Ces femmes robustes, ces femmes de savoir, ces femmes qui incarnent aussi le savoir, également l'intellect, et qui rappellent aussi que pour les humanistes, l'Antiquité grecque représentait, si vous voulez, l'apogée de l'intellect humain et ce qui est venu après, c'est-à-dire le Moyen-Âge, l'obscurantisme. Alors, en la même époque, voilà, nous avions une représentation ici on va dire, d'un peintre de l'Europe du Nord,
une gravure que vous voyez ici. On est au XVIe siècle et là on vous montre justement un univers relativement sombre avec un sabbat, une représentation du sabbat des sorcières, donc ces femmes qui offrent des offrandes au diable, notamment des sacrifices d'enfants, des potions magiques, qui chevauchent ici donc un bouc, hein, donc qui rappelle aussi les mœurs débridées et qui rappelle également que, on va dire, l'Europe du XVIe siècle est tout en contraste avec justement la montée du protestantisme, la réforme, la contre-réforme et les guerres de religion. Hein, donc on est vraiment en balance entre tout ça. Alors je voulais juste pour terminer vous montrer également que on associe aussi des symboles végétaux aux sorcières et en particulier certaines plantes toxiques que l'on dit qu'elles utilisaient pour réaliser des breuvages, notamment ce que vous voyez ici, cette plante-là, ce qui est la jusquiane noire, et ici la belladone. Et justement, plus tard, on utilisera ces plantes pour fabriquer des remèdes, hein, des médicaments. Ça, c'est une autre représentation durant la Renaissance à Sienne de la Sibylle de Cumes, qui est la Sibylle la plus âgée que l'on représente donc durant la Renaissance, cette reprise comme ça, cet engouement pour les figurations féminines de l'Antiquité. Je termine avec justement la partie 19e et le retour, si vous voulez, aussi de l'aspect féminin de la sorcière et de la sorcellerie avec l'ère du romantisme noir, particulièrement avec une Europe hein, qui est marquée par le roman noir, c'est-à-dire le roman qui s'inspire d'un retour vers le Moyen-Âge. Si vous voulez, on est dans une époque aussi marquée par notamment la fin du XVIIIe siècle avec la Révolution française, la terreur, le régime aussi début XIXe des guerres napoléoniennes. Et en particulier, vous voyez ici aussi le retour de la littérature au roman noir britannique hein, avec les romans shakespeariens. Et en particulier, ici, vous avez une peinture de Fuseli, ça s'appelle Les Trois Sorcières, qui montre de leur index, notamment au héros Macbeth, donc de Shakespeare, donc qui est, on va dire, qui a assoiffé de pouvoir, qui lui montre, on va dire, les événements tragiques qui l'attendent. Idem pour notre ami Goya, et je terminerai avec Goya et justement c'est Los Caprichos notamment de Goya, justement qui est animé par des visions cauchemardesques que vit l'Espagne à cette époque, avec notamment les guerres napoléoniennes et l'Inquisition qui continue de sévir en Espagne à la fin du XVIIIe siècle. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à nos intervenants. Sans doute dans la salle des interrogations à l'un ou l'autre, aux trois. Je vous en prie. Donc pour Madame Valérie. C'est bien du multilinguisme. Oui, du coup, je me posais la question, avant le Moyen-Âge, du coup, il n'y avait pas de représentation masculine de la sorcellerie, d'après ce que j'ai compris, à l'Antiquité et tout ça. Alors, il y en a quelques-unes, mais ça reste, ce sont pas des sorciers qui sont représentés, ce sont des mages. C'est souvent, vous savez, la frontière est très très mince entre la magie, l'aspect, on va dire, de divinatoire. Donc, ce sont en fait des gens qui peuvent en fait revêtir l'aspect du magicien, du prêtre. Donc, souvent, les représentations masculines étaient souvent rattachées à des dieux. Notamment le dieu Apollon particulièrement était rattaché à l'aspect divinatoire. Les prêtres des temples aussi pouvaient aussi en faire partie. Mais on ne rattache pas ça à de la sorcellerie comme on peut le voir avec une vision très obscure au Moyen-Âge, véritablement, et terrifiante aussi. Paul-Antoine, je suis totalement étranger au monde des jeux vidéo. Est-ce qu'il y a des sorcières méchantes qu'il faut combattre parfois? Alors, bonne question. Parce qu'on sait qu'il faut sauver la princesse, chez Mario d'ailleurs. Ouais. Dans The Legend of Zelda, oui, il y a des sorcières qu'on peut combattre. Sinon, il y a des jeux où on incarne des sorcières. Et en l'occurrence, alors le problème, c'est que
on est quand même très loin de la représentation, je vais dire classique, ou en tout cas traditionnelle de la sorcière, qui a plutôt se balader avec des flingues ou voilà. Mais il y a quand même cette idée d'utiliser de la magie. Et il y a quand même une esthétique de la sorcière où la femme est on met en avant les atouts du personnage, quoi. Voilà. Donc il y a un caractère un peu érotique, j'allais dire, de la sorcière, quoi. Voilà. Ouais, comme souvent d'ailleurs dans les représentations, elle est toujours très sexualisée. Oui, c'est ça. Après, c'est un vieux problème du jeu vidéo, quoi. La représentation de la femme, voilà, peut un peu poser question, quoi. Tu vas la rassurer, Fabien. Il y a bien des Ouais, sorcières. on va combattre les dans sorcières dans les jeux vidéo. Ouais. Il y a le monsieur là-haut, ouais. Merci. Moi, j'avais une question. Ce serait pour savoir, pour vous, quel serait le jeu vidéo qui représenterait le mieux les malédictions à part Zelda ou autre? Car pour moi, j'ai direct pensé à 3 jeux différents, soit Demon's Souls ou la trilogie des Dark Souls qui est vraiment ancrée sur ça, sur les malédictions. Oui, complètement. Alors, on aura peut-être l'occasion d'en parler après. Je vais peut-être pas, parce que ça m'obligerait à présenter Dark Souls et Demon's Souls, ce serait peut-être un petit peu long, mais on peut en parler après. Mais oui, effectivement. Alors, j'en ai pas parlé parce que je vais être franc avec vous, c'est pas des jeux que je connais très bien. En tout cas, c'est pas des jeux que j'ai étudiés. Mais oui, il y a bien sûr une idée de malédiction, notamment dans Dark Souls. Et ce qui est assez intéressant, c'est en tout cas dans ce jeu-là, c'est qu'il y a toujours cette idée en fait de comment on matérialise dans le jeu une malédiction. C'est-à-dire comment, d'un point de vue de l'ambiance, en fait, on va générer cette impression que le mal est comme ça omniprésent et que finalement le héros est une espèce de corps étranger. Et en même temps, le héros est celui qui s'initie et qui doit essayer comment dirais-je, récupérer le territoire, en tout cas de civiliser le territoire. Ce qui est un vieux poncif des mythes, de Orphée à Thésée, à Hercule, sont toujours des civilisateurs. Et donc le jeu vidéo, justement, remet en scène ça. Et voilà, effectivement, il y a toujours cette idée de combattre une malédiction et de le faire étape par étape. C'est-à-dire d'abord, ce que j'ai montré avec The Legend of Zelda, c'est d'abord on combat les suppôts du mal et puis on arrive jusqu'à la source. Et une fois qu'on a détruit cette source, c'est l'aube, vous voyez, le monde est beau, etc. Donc oui, je pense que dans Dark Souls, il y a cette idée-là. Mais après, je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas assez étudié le jeu. Juste une question, moi aussi, si je peux me permettre. C'est marrant parce que quand ils parlent des jeux vidéo, ils y croient. Donc c'est très poreux avec l'autre, je trouve, cette relation au croire. Alors est-ce que c'est parce que dans le jeu vidéo, quand on est dedans et qu'on admet les règles et qu'effectivement on joue, hein, donc forcément il y a une adhésion qui est très très forte, hein. Donc, et cette limite dont on parlait tout à l'heure entre le croire et le savoir commence à flotter, et c'est là que c'est intéressant, sauf que c'est un jeu pour rien. Contrairement, si on devait comparer un peu les 3 interventions, moi je trouve que c'est intéressant parce que dans l'expérience, on va dire corporelle, il y a un changement d'état. Normalement, enfin, si la performance est réussie, il y a normalement, et ce qu'on trouve aussi dans l'eau, tu vois, puisque quand le rituel de l'eau est effectué, en tout cas des patients qui le demandent, il y a un changement d'état. Voilà. Il y a une réelle, on va dire, action sur les émotions ou sur voilà. Dans le cas des représentations telles qu'elles sont décrites, il y a aussi réellement une action, hein. La jeune fille demandait s'il y avait des sorcières. La sorcière, elle est au savoir traditionnel, ce que le dialecte est à la langue, hein, quelque part, ou ce que la superstition est au croire, hein. Ce sont des façons, à un moment donné, de se débarrasser, de savoir aussi, qui, à un moment donné, pouvaient poser, en tout cas, problème, et dans les explications ou dans les rapports, évidemment, religieux, hein, parce que dans les savoirs aussi, il y a des combats, hein. Il n'y a pas que dans les jeux vidéo. Donc justement, la question... par rapport aux 3 mises en action, mises en image ou mises en corps, qu'est-ce que c'est par rapport à un rituel, que ce soit l'autre ou d'autres rituels? C'est des formes euphémisées, on abaisse les tensions, on réduit la violence et on trouve des intermédiaires.
j'aimerais quand même que par rapport à ce que vous avez décrit, par rapport à ce qu'on a dit depuis ce matin certainement, et de ce qu'on a vu sur le rituel de l'autre, on va dire, et sur ce rapport, effectivement, à la croyance et à l'efficacité de la croyance. Sinon, comment à un moment donné vous situez vos observations, des objets que vous nous avez présentés rapidement, par rapport à cette situation? Je ne sais pas si je réponds en premier. Oui, en fait, je pense que sur l'efficacité du jeu vidéo, c'est toujours la même question, c'est-à-dire quel rôle en fait on lui donne, ce que j'ai dit à la fin, c'est-à-dire quel rôle on lui donne à l'intérieur d'une société. C'est-à-dire si on considère simplement le jeu vidéo comme étant du jeu, c'est-à-dire simplement comme étant autotélique, c'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même, oui, Après, je ne pense pas que ça n'agisse. Enfin, je peux même vous garantir que ça agit sur le joueur. Il y a un principe de catharsis. Alors après, il faudrait peut-être redéfinir ce qu'on entend à travers ce terme-là, parce qu'il n'y a pas vraiment de définition clairement actée. Donc je ne sais pas si c'est vraiment une purification des passions, mais il y a une efficacité du jeu. Et en fait, après, moi, ce qui m'intéresse dans ma démarche, c'est d'essayer de lier en fait cette dimension ludique qui est absolument essentielle, qui est vraiment prépondérante, et c'est d'abord ça qui compte. Mais on peut toujours ajouter une dimension allégorique, une dimension symbolique. La seule question en fait que moi je laisse en suspens, c'est finalement comment ça se met en place, comment ça se fait. Et comment finalement les créateurs eux-mêmes, et c'est un travail que je vais faire maintenant, c'est-à-dire comment eux-mêmes perçoivent en fait le jeu vidéo. Mais si on ne leur donne pas la possibilité de croire en ce qu'ils font, c'est-à-dire la possibilité de considérer en fait le jeu vidéo comme un art, c'est-à-dire comme une manière d'agir sur la société, ce qui a toujours été la fonction notamment des mythes. Alors certes, Homère est un peu loin, l'Antiquité est un peu loin, mais l'Antiquité n'est pas un modèle, c'est un germe pour essayer de repenser notre société. Si on donne ce rôle-là, et à l'heure d'une post-vérité, c'est pas inintéressant à mon avis, si on redonne cette place-là à l'œuvre d'art, oui, on peut voir en quoi le jeu vidéo est efficace et en quoi il agit. Mais il n'agit pas simplement sur l'individu, il agit sur nos manières de représenter. Moi, il y a une expression que j'aime beaucoup, qui n'est pas de moi, qui définit l'œuvre d'art comme une fenêtre sur le chaos. Et alors, est-ce que ça concerne le jeu vidéo? Ça, c'est un travail à faire, mais l'idée de fenêtre sur le chaos, c'est que finalement l'œuvre d'art, et c'était le cas du mythe dans l'Antiquité, il a comme fonction véritablement de heurter des représentations du monde. C'est-à-dire qu'on est avec des a priori, une sorte d'a priori kantiens, et on essaie de faire avec, et il faut que quelque chose mette en scène cette réalité pour qu'il y ait un principe de reconnaissance, pour qu'on reconnaisse celui qu'on est, la société qu'on est, enfin qu'on incarne, qu'on représente. Et à partir de là, on va pouvoir faire une sorte de déconstruction, sans forcément faire référence ici à Foucault ou à Deleuze, mais simplement de déconstruire quelque chose que l'on connaît, que l'on perçoit. Et je me dis que c'est d'abord le rôle de l'œuvre d'art. Alors après, est-ce que c'est le rôle du jeu vidéo? Ça, je ne vais pas vous répondre maintenant, mais je pense, oui. Je ne suis pas sûre d'avoir saisi toute la question en réalité. Donc, je pense que vous posez en quelque sorte la question de qu'est-ce que ça amène comme changement dans l'état collectif. Bon, il y a un partage collectif d'émotions qui crée une dimension collaborative qui peut nous permettre d'aller vers une forme de dynamisation autour une valorisation des singularités et d'aller vers aussi une éducation à un savoir populaire, un savoir-faire populaire. Je vous assure que je pense ne pas avoir pris la mesure de toute la question, parce qu'à ce moment-là, j'ai décroché. Je suis désolée. Donc du coup, peut-être que je me répète avec ce que j'ai déjà dit. Je pense aussi que ces performances-là permettent aussi à proposer une forme d'habitabilité du territoire nouvelle et autour de savoir-faire qui sont réactualisés et qui sont réinventés et donc revécus, peut-être le patrimoine de demain. Voilà, moi je tenais aussi à compléter ce qui a été dit par rapport justement à l'image. Puisque l'image, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, vous avez dit c'est une fenêtre ouverte sur le chaos. Moi, je dirais aussi que l'image, c'est une vitrine de la société, en fait. Elle renvoie le reflet, on va dire,
Ça peut être des attentes, ça peut être des croyances, ça peut être de mal-être d'une société, quelles que soient les époques. Et en lien, finalement, regardez, parce que lorsqu'un artiste représente, on va dire, une œuvre, généralement, on peut dire qu'il extirpe en lui ce qu'il ressent. Et c'est un peu, finalement, ça rejoint quand la pratique de l'eau, quand l'eau est retirée à quelqu'un, on lui extirpe quelque chose qui est négatif, on soulage la personne qui y croit, bien entendu. Et finalement, une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, finalement, c'est une représentation. On couche sur un papier, sur une toile, finalement, son ressenti. Et son ressenti, c'est pas uniquement le ressenti de l'artiste, mais à travers l'artiste, et aussi, ça renvoie aussi les ressentis d'une société et des contextes du moment. Merci. D'autres questions? Je vous en prie. C'est à notre première intervenante que je poserai la question. Est-ce que vous avez établi une relation entre l'imbuscade jetée par les morts et les notiadours? Selon la croyance, les morts se trouvent dans l'eau. Et il fallait, paraît-il, peut-être encore aujourd'hui, jeter une pierre lorsqu'on passe un pont ou un gué, lorsqu'on traverse une rivière. Et l'eau, finalement, elle est ambivalente. C'est à la fois source de vie et en même temps elle est mortifère. Source de vie, le liquide amniotique, le baptême d'une part et le fleuve qui permet donc aux passeurs d'aller sur l'autre rive. Donc est-ce que vous pouvez approfondir davantage sur ce sujet? Est-ce que j'ai fait une relation entre l'imbuscade et l'inutiadour? Alors, il ne s'agissait pas du propos de ma communication, puisqu'il s'agissait en réalité de se réapproprier le rituel de l'eau. En tout cas, dans l'enquête que nous avons menée pour faire émerger cette création, il n'en a pas été fait état, notamment par les chercheurs qui ont été mobilisés. Sachant que je ne suis pas spécialiste du rituel de l'eau en tant que chercheur, donc je ne me permettrai pas de donner une interprétation que je construirai maintenant. Je laisse cela aux chercheurs qui ont travaillé sur l'objet d'étude. Juste pour commenter la performance, parce que c'est difficile pour un chercheur aussi à la fois de commenter sa propre, on va dire, enfin la performance à laquelle il a participé. Le fait est que ça s'appelle les morts, que ça s'appelle les invisibles, les forces du hasard ou quelque chose qu'on ne maîtrise pas. La différence entre l'autre et l'imbuscade, l'autre en général, on peut rapidement situer si c'est l'envie, la jalousie de quelqu'un, c'est l'entourage, l'environnement, etc. L'imbuscade, qui serait un sort jeté davantage par les morts. Après, les morts, c'est beaucoup de choses aussi. Et aujourd'hui, ça peut prendre aussi la forme, on va dire, de force, d'émotion, de ce collectif dont tu parles aussi et qui est là, voilà, et qui est aussi parfois le passé, parce qu'après tout, beaucoup de morts peuvent nous hanter, pas forcément ceux, on va dire, pas seulement les âmes errantes. Voilà. Donc, c'est vrai que quand même, dans la performance, il y a aussi tout ça qui est là, alors que tu sais peut-être pas, parce qu'à un moment donné aussi, ça c'est la force du jeu, de la représentation, de l'image. Heureusement qu'on ne maîtrise pas tout, voilà. Et que si ça marche, il y a quand même aussi cette puissance d'évocation qui fait qu'à un moment donné, peut-être aussi, tu es en relation avec des choses, et notamment parce qu'il y a la musique, parce qu'il y a la danse, voilà, même si on n'est pas dans la transe qu'on a vu des Haïtiens tout à l'heure d'Alindi, mais néanmoins, il y a quelque chose de physique, ou d'au-delà, on va dire, de métaphysique, qui peut être là, et voilà, qui peut être, en tout cas par la danse, on essaye de le ritualiser, ou de le médiatiser. Voilà. Oui, en réalité, l'ambiance a dû aussi transcrire une atmosphère particulière. Il faudrait en fait maintenant faire une enquête sur les spectateurs, sur ceux qui ont vécu ça, chose qui n'a pas été faite, pour voir si pour eux, il y avait une relation, parce que quand ça s'est fait à Sartène, ça s'est fait pendant la semaine des morts. Donc, en tout cas, inconsciemment, peut-être que les personnes enquêtées l'ont porté. Mais ça n'est pas apparu à un moment donné, en tout cas dans les enquêtes.
Parce que Patrice est dedans. Entre autres. Il y a un travail quand même important qui a été fait avec les étudiants. Oui. Vous allez avoir la sensation de voir arriver à squadra da Rose. Est-ce qu'on peut laisser à Padriz donc la conclusion et l'ouverture sur le surnaturel de ce soir? Oui, on laisse à Patrice la conclusion, mais moi je voulais juste rebondir un petit peu sur ce que Frédéric Valéry a dit en parlant de l'œuvre d'art, de l'élaboration de l'œuvre d'art. On s'appuie sur la théorie de Gustav Jung, qui était donc l'élève de Sigmund Freud, qui avait forgé le concept d'inconscient collectif. Et c'est vrai que tu parlais d'une œuvre, c'est pas simplement l'expression de fantasmes personnels et individuels. Ça rejoint aussi les peurs, les désirs, les angoisses d'une société. Et donc, c'est vraiment, on peut s'appuyer vraiment là-dessus, sur la pensée de Gustav Jung. Très bien. Et des œuvres. Nous vous remercions. Je crois qu'il est l'heure de se séparer. Donc, et à tout à l'heure pour le spectacle de